Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'était il y a 50 ans. Nous étions alors le 11 septembre 1973. Salvador Allende, président du Chili, démocratiquement élu 3 ans plus tôt, est renversé par un groupe armé factieux mené par Augusto Pinochet. Cet événement fait partie d'une longue et sinistre vague de coups d'État militaires, tous largement encouragés, voire soutenus par les États-Unis, qui s'est étendue à la quasi-totalité du continent sud-américain. Pour les États-Unis, en pleine guerre froide, il ne pouvait pas y avoir un Cuba de plus. Les politiques tendant vers la nationalisation de l'économie qui avait cours au Brésil ou sous l'Argentine de Juan Domingo Perón, puis d'Isabel Perón, ne pouvaient pas perdurer. Et l'élection de Salvador Allende, en 1970, a été la goutte d'eau qui fit déborder le vase. C'était trop. Il fallait mettre le socialiste et tous les périls socialistes environnants hors d'état de nuire aux intérêts capitalistes et aux intérêts géostratégiques nord-américains. Le coup d'État au Chili fait aujourd'hui figure de cas d'école emblématique. Non seulement le coup d'État, mais le modèle de dictature antisocialiste qui s'est instauré par la suite. Un modèle, là aussi, largement soutenu par les États-Unis. Ce modèle, il a un nom, c'est l'opération Condor. Chefé par Pinochet et les États-Unis, il s'est répandu dans une large partie du sous-continent. Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Bolivie. Instaurer une politique ultra-libéralisée et chasser les militants communistes et socialistes. Ils étaient torturés puis tués sous des stades au Chili, jetés d'avions en plein vol en Argentine, etc., etc. C'est l'histoire de ce coup d'État et de la résistance qui s'est organisée contre lui qu'Olivier Besancenot et Michel Louis ont voulu narrer à l'occasion des 50 ans de l'événement. Et c'est justement pour parler de ce livre, Septembre Rouge, et du 11 septembre 1973 que je reçois Olivier Besancenot sur ce plateau. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est sous forme de récit des prémices du coup d'État, c'est-à-dire dès l'élection d'Allende en 1970 jusqu'à l'instauration de la dictature. Même si le format peut laisser l'impression d'être à la frontière entre la fiction et la réalité historique, on se situe sur des faits bien réels, issus d'enquêtes et d'entretiens avec des témoins de l'époque. Ouais, on a choisi, donc on appelle ça le docu-fiction, paraît-il. Voilà, c'est-à-dire on a pris des personnages, des protagonistes qui ont réellement existé pour la plupart, des événements, des actions qui ont réellement existé, recoupés, documentés, sur la base de films, de livres, de comptes rendus, même de comptes rendus que l'administration américaine a rendus publics au fur et à mesure des années, de ce qui se passe notamment dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et donc avec notre subjectivité, celle de Michael Louis et de moi, c'est-à-dire des militants qui sommes engagés et solidaires des révolutionnaires chiliens, on est rentré dans la peau de ces personnages-là, même des plus affreux, donc des fois ça fait bizarre, mais en tous les cas pour essayer d'incarner un récit de manière différente. Le parti pris qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas voulu faire de livres historiques ni d'essais théoriques, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été produits sur cette question et souvent de bonne qualité, mais nous, la manière dont on voulait en rendre hommage à ceux et celles qui se sont opposés au coup d'État et qui en même temps ont lutté contre la dictature après, c'était ça, c'était de faire comme en effet une partie mi-fictive, voilà, avec cette liberté qui nous a permis de sortir un peu des sentiers battus. D'ailleurs, justement, vous insistez énormément sur, d'une part, la façon dont Salvador Allende affronte la situation. Vous mettez beaucoup en avant la dignité, justement, avec laquelle il a affronté la situation, le coup d'État, mais aussi, justement, sur la résistance qui s'est très vite organisée dans les cordons industriels, chez les syndicats et les militants du MIR, du PS, du PC chilien, contre, justement, l'insurrection militaire. Oui, c'est-à-dire que c'est un processus, la révolution, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, la révolution chilienne qui a eu lieu de 1970 à 1973 dans le cadre de l'élection du gouvernement d'unité populaire présidé par Salvador Allende. Ça a été un processus politique avec des fluctuations comme toujours, et je crois qu'on peut l'appeler révolution dans le sens où face à cette élection, il y a eu une contre-révolution dès le départ qui a voulu destituer Allende par tous les moyens nécessaires, légalement d'abord, quand ça marchait pas, une tentative de lockout économique en octobre 1972, et puis l'étape ultime, celle du coup d'État militaire du 11 septembre 73 avec une première répétition dès le mois de juin, en fait. Et face à ça, il y a eu il y a une radicalisation de la révolution chilienne à sa base, notamment dans les cordons industriels, c'est-à-dire en fait des assemblées de travailleurs. Il y a le film La bataille du Chili, notamment de Guzman, que je conseille, qui relate ça vraiment de manière vibrante avec les images d'époque, et qui réclamait non seulement
alors, il ne faut pas exagérer la proportion du nombre mais c'est quand même des milliers de travailleurs, notamment dans la banlieue de Santiago, qui étaient organisés, qui réclamaient à la fois des armes pour s'opposer à ce coup d'État que chacun et chacune sentait imminent, et puis aussi réclamer une politique qui aille encore plus loin dans l'incursion de la propriété capitaliste, c'est-à-dire qu'il y ait encore plus d'entreprises qui passent dans ce qu'on appelait à l'époque l'ère de propriété sociale. Qui était, je crois de mémoire, moins d'une centaine prévues dans le programme d'Allende, et qui au final seront 3 fois plus nombreuses, avec une discussion sur c'est quoi une entreprise socialisée, est-ce que c'est des administrateurs mandatés par l'État et le gouvernement qui viennent du haut, ou est-ce qu'au contraire c'est des responsables élus et révocables des assemblées de travailleurs et de travailleuses. Alors, justement, le refus de l'incursion capitaliste, c'est aussi le refus d'une ingérence étrangère qui va jusqu'au bout. À un moment donné, vous parlez de ce passage où justement les résistants dans les usines vont essayer d'aller à l'ambassade de Cuba pour essayer de négocier pour qu'on leur envoie des armes pour qu'ils puissent se défendre contre l'armée de Pinochet. Les négociations échouent parce qu'en fait, déjà à la base, Salvador Allende, même si ça venait de Cuba, refusait une ingérence étrangère, refusait le risque peut-être que le Chili passe sous une tutelle d'un autre pays. Ça, c'est l'argument qui a été en effet invoqué. Donc ça, c'est un épisode là aussi qui a été recoupé. Le 11 septembre, il y a des militants du MIR, donc de la gauche révolutionnaire chilienne, qui était dirigée par Miguel Enriquez, entre autres, qui vont à l'ambassade de Cuba parce qu'on sait qu'il y a des armes. La réponse de l'ambassade, c'est non, parce qu'en effet, Allende a posé son veto sur le thème de l'incursion étrangère, mais aussi pour quelque chose de plus profond, qui est une obsession politique chez Allende, qui est d'éviter ce qu'avait été la guerre civile en Espagne en 1936. Oui. Et lui, il pensait que par l'habileté politique, il réussirait à éviter cette confrontation. Donc là aussi, quand on incarne un récit, on rentre dans les contradictions un peu plus profondes des personnages. C'est-à-dire, moi, j'appartiens à un courant politique qui a toujours jugé qu'en effet, solidairement avec les révolutionnaires chiliens, on pensait qu'il fallait les distribuer, ces armes, qu'il y en avait besoin. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé. Voilà, parce que ça reste un grand paradoxe. Allende, c'est un réformiste, d'abord, qui a cherché à appliquer son programme, ce qui est quand même plutôt rare de nos jours, et puis qui est mort les armes à la main, lui-même, tout en donnant ses vétos sur l'ambassade cubaine, qui finalement bien plus tard, distribuera des armes. Donc c'est intéressant de rentrer dans le détail et le génie politique d'Allende, c'est qu'il pense jusqu'à la dernière minute, conscient et informé qu'il y a un coup d'État imminent qui se prépare quasiment à la veille du 11 septembre, il va proposer un référendum. Il va proposer un référendum à Pinochet, dont il est sûr de la loyauté à ce moment-là, qui accepte de transmettre, semble-t-il, cette proposition à l'opposition, mais qui lui dit simplement ne faites pas cette annonce le 10 septembre, histoire de ne pas les prendre de court, faites ça le 11 dans la journée. Ouais. Or, le 11 au matin, à 6h, on le sait, de Valparaiso, le coup d'État commence. Ouais. Alors évidemment, au cœur de cette histoire, il y a quand même un autre acteur, parce qu'on parlait d'ingérence étrangère, il y en a une, celle des États-Unis. Tu parlais tout à l'heure du bureau ovale à la Maison-Blanche, mais à la CIA surtout. Et ensuite, par la suite, l'opération Condor. Là, les États-Unis font plus grand secret de ça. C'est-à-dire, il y a par exemple, on commence sur une réunion de Nixon et de ses conseillers dans le bureau ovale avec le directeur de la CIA qui va relater lui-même la nature de ces dialogues dans une commission parlementaire, je crois, qui se tient plusieurs années plus tard. Donc tout ça, c'est des éléments étayés qui sont même rendus au public. Enfin, il y a des phrases d'une violence publique, j'entends rare, prononcées par Kissinger, par exemple, qui dit que on va quand même pas laisser... on ne va pas rester les bras croisés, regarder un pays sombrer dans le communisme simplement par l'irresponsabilité de son peuple. Donc il y a une ingérence qui a été revendiquée, qui est maintenant une fois de plus documentée, et qui ne va pas se résumer simplement à inonder de dollars l'opposition économique et politique à Allende, qui va établir un soutien logistique militaire sur la tentative d'enlèvement de tel ou tel responsable de l'armée jugé trop loyaliste, ce sera le cas de Schneider par exemple, jusqu'à la préparation du coup d'État. Il y a même des membres des renseignements chiliens, enfin en tout cas des proches de Pinochet, qui ont travaillé étroitement avec la CIA, selon les documents qui avaient été déclassifiés par Bill Clinton en 1999, après l'arrestation de Pinochet. C'est une relation honteuse, dont on est peut-être les seuls à penser qu'elle est tellement honteuse qu'ils ne pouvaient pas l'avouer, mais en réalité elle a toujours été rendue publique, même d'ailleurs les années suivantes, ça on ne le traite pas dans l'ouvrage, mais la dictature militaire de Pinochet, c'est copain avec la puissance des États-Unis, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, parce que le Chili de la dictature de Pinochet, ça a été aussi ce grand berceau du libéralisme autoritaire. Ouais.
avec les privatisations à tout va, l'application des recettes de ce qu'on a appelé les Chicago Boys, du grand apôtre du libéralisme économique auquel se réfèrent encore bon nombre de libéraux de nos jours, qui s'appelle Friedrich Hayek, et qui a été soutenir Pinochet plus tard en expliquant qu'il préférait un dictateur militaire libéral économiquement plutôt qu'une démocratie qui ne soit pas compatible avec le libéralisme économique. Évidemment, le problème des États-Unis à avoir émergé comme ça des gouvernements socialistes, pas forcément socialistes, parce que Perón en Argentine, c'est pas vraiment du socialisme, mais en tout cas, il a une politique nationalisatrice de l'économie argentine. Évidemment, tout ça, c'est pas la question, c'est pas attention, des dictatures communistes vont arriver dans le sous-continent, c'est en fait que ça va nuire aux intérêts capitalistes états-uniens. C'est ça, c'est les deux exactement. C'est à la fois les intérêts immédiats, parce qu'il y a des gros sous qui sont en jeu. C'est pas des philanthropes, les Nord-Américains, ça se serait. Donc il y a des firmes, des multinationales qui sont présentes et qui voient évidemment d'un mauvais œil le fait de se faire exproprier, quoique dans les modules d'expropriation, il y a aussi beaucoup de discussions politiques à gauche. Mais il y a aussi l'enjeu idéologique dont tu parles, qui est majeur, qui est même peut-être un des plus importants. C'est de voir des pays échapper au contrôle politique potentiel de la tutelle des États-Unis, qui met le paquet en termes de propagande avec des agences de presse, avec des multinationales qui sont présentes, des relais. L'Organisation des États américains aussi, qui est très puissante. Absolument, qui est extrêmement... et puis qui s'immisce dans les débats politiques nationaux. Qui le fait encore, d'ailleurs. Ils l'ont fait avec... ils ont donné leur avis sur Janine Agnès quand elle avait fait son coup d'État institutionnel contre Evo Morales. Puis Juan Guaido aussi. Donc c'était en avant contre Nicolas Maduro. Oui, et puis sous Chavez, c'est une grande constante. Ça disparaît pas comme ça. Et puis il y a cet aspect idéologique extrêmement important qu'appuie beaucoup mon complice et ami et camarade Michael Lewis, c'est qu'il y a une singularité de l'expérience chilienne dans le sens où c'est le seul, probablement, gouvernement démocratiquement élu qui veut aller vers le socialisme, mais sans confrontation armée, sans guérilla préalable, de manière pacifique. Donc de manière pacifique, les révolutionnaires de l'époque et d'aujourd'hui pourront dire assez facilement, ça veut dire qu'ils refusent d'armer le peuple, ce qui est vrai en partie, mais vers le socialisme vraiment. Et quand on lit les écrits des discours d'Allende, du programme politique du Parti socialiste d'Allende, je pense que ça donne des transpirations à toutes les organisations d'extrême gauche françaises, même aujourd'hui, parce que c'est un programme anticapitaliste haut niveau, on va dire. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs ce qui a inspiré aussi les gauches latino-américaines à la fin des années 90, Lula, Chavez, Néstor Kirchner, etc., qui aussi se sont peut-être inspirés de cette méthode démocratique d'arriver au pouvoir d'un socialisme redistributeur, d'un socialisme nationalisateur de l'économie, etc. Alors moi, je crois qu'il y a des rebondissements politiques dans le cycle que tu nommes, qui est ce basculement à gauche de l'Amérique latine dans les années 90 et au début des années 2000, du Venezuela, etc., qui correspond au combat du passé et à tous les combats qu'ont traversé le continent latino-américain. Mais à chaque fois avec des spécificités, c'est-à-dire que Chavez, il arrive élu, puis il se radicalise au fur et à mesure qu'il est élu. Lula, il arrive et malheureusement son programme politique sera largement modéré. Mais la spécificité d'Allende, c'est qu'il applique un programme. Ouais. Mais convaincu de sa méthode, mais ils veulent l'appliquer. Et ça c'est ce qui fait que le processus politique, il y a à la fois un processus de réforme, un processus de révolution avec des majeurs, des mineurs, un moment où la révolution échappe, y compris à ce qui vient d'en haut et prend le dessus, un moment c'est l'aspect institutionnel qui reprend le dessus. Et c'est là où on voit tout ce qui est complexité. Et puis par ailleurs, il y a, au-delà du fait que nous, on était solidaire de cette organisation en particulier, mais pas la seule, mais qui était le MIR, qui était en position de soutien critique du gouvernement d'Allende, qui n'était pas dans le gouvernement, mais qui soutenait, qui faisait même sa protection rapprochée, puisqu'au début, en tous les cas, il y a cette petite anecdote qui fait qu'il y a des clichés où on voit Salvador Allende avec des hommes en civil, mais qui sont armés, et un journaliste plutôt malveillant dans une conférence de presse au début de son mandat lui demande « Mais qui sont ces hommes autour de vous qui sont armés, qui sont ni des militaires ni des policiers ?» Et donc lui, conscient évidemment de la petite polémique qu'il va susciter, il dit « Ce sont des amis personnels, en fait, c'est tous des miristes. Et donc on va appeler ça le groupe des amis personnels. » Donc il y a cette connivence avec des désaccords politiques, et puis une grande marque de respect. Et par exemple, le dernier discours d'Allende prononcé en situation dans ces minutes tragiques du Palais de la Moneda le 11 septembre, qui sont disponibles, qui sont accessibles. Il faut l'écouter, ça convoque l'histoire et ça convoque aussi les combats qu'on a amenés aujourd'hui. Justement, puisqu'on a un peu débordé sur le reste de l'Amérique du Sud, c'est peut-être un aspect dont à gauche on parle, mais dans le grand public on n'en parle peut-être pas comme ça. C'est une des
plus vaste et plus violente persécution politique qui ait eu lieu dans l'histoire contemporaine. C'est les persécutions qu'ont subies les militants communistes et socialistes. On parlait de l'opération Condor, au Chili, en Argentine, au Brésil. C'était peut-être un peu le précurseur d'ailleurs du Chili pour les États-Unis, parce que c'est là que ça a commencé en réalité. En Uruguay, au Paraguay, en Bolivie. Enfin, ça s'est répandu partout, toujours pour les mêmes raisons, où les militants ont été enlevés, violés, tués, torturés. Cette opération Condor, elle est extrêmement importante. Alors on en parle d'un certain point de vue dans la fin du livre, sur cette coordination des dictatures latino-américaines, là aussi sous la bienveillance des États-Unis, et qui en effet vont briser le mouvement ouvrier. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, parce qu'au-delà de la spécificité de ce qui se passe en Amérique latine, au Chili et ailleurs, il y a quand même une constante dans l'histoire, dans la longue histoire du XXe siècle, c'est que l'extrême droite, quelle que soit sa forme, quel que soit son visage, quand elle est en situation, elle n'a pas la main qui tremble, et elle utilise la violence absolue, la brutalité totale, qui va tétaniser l'adversaire, c'est-à-dire ses pensées. Il ne faut pas croire que c'est dérapage sur dérapage, c'est le fait de briser les opposants politiques, les militants politiques, comme ça va être le cas au stade de Santiago ou ailleurs. C'est une volonté politique de briser le mouvement ouvrier, et ceux et celles qui ont résisté à ça, avec le lot de martyrs que tu évoquais, de disparitions, de morts, d'emprisonnés, de torturés. Ça a été de résister à cette vague-là qui a vraiment pris de court tout le monde. Voilà, et ça... on n'a pas d'expérience d'extrême droite qui arrive au pouvoir tranquillement et qui décide de faire autrement. Ça n'existe pas. Ça va être ma petite question provocante du jour, mais on a fait, fut un temps, le livre noir du communisme, bien que la méthodologie ait été largement contestée. Quand est-ce qu'on va faire le livre noir du capitalisme, ou tout du moins le livre noir de la politique extérieure américaine ? C'était une invitation qui était faite par quelqu'un qui me tenait particulièrement à cœur, qui était un militant de la Ligue communiste révolutionnaire, un philosophe et un camarade, qui était Daniel Ben Saïd, et qui, au moment de la sortie précisément du livre noir du communisme, avait d'abord opposé ce qu'il y avait dedans au nom du fait qu'on mélangeait, ne serait-ce que dans le processus de la révolution russe, un processus révolutionnaire authentique et une contre-révolution bureaucratique et totalitaire qui interviendra plus tard, et dans ce processus-là, dans toutes ces contradictions, mais aussi en invitant du coup à faire le livre noir du capitalisme et de tous ces morts, de l'Indonésie jusqu'à l'Amérique latine, de toutes ces guerres, et puis de tous ces coups quasiment invisibles, mais qui sont la violence sociale, qui sont les morts au travail, qui sont maintenant les morts de la crise climatique. Oui, ça vaudrait le coup de le faire. Ouais. Ça sera peut-être la prochaine étape. Voilà. Mais on ne le fera pas en docu-fiction, on le fera en réquisitoire. Pour finir cet entretien et revenir un petit peu sur le terrain chilien, aujourd'hui, se joue justement la question de l'héritage de Pinochet qui est encore présent via la Constitution, qui est encore court aujourd'hui, et dont les Chiliens essaient désespérément de se débarrasser, tant bien que mal. On a cru à un moment donné qu'il y avait un espoir quand Gabriel Boric a été élu et que la Constituante a été validée par un premier référendum en 2020. La proposition de Constitution qui a accouché de cette Constituante a été refusée par un autre référendum en 2022. Il y en aura un autre mi-décembre prochain qui arrive là. Est-ce que les Chiliens arriveront à s'en dépêtrer de ce maudit héritage ? Je serais bien malin de répondre à cette question. Pour la première fois, je me rends au Chili, puis on discutera avec des militants et des militantes qui sont directement concernés et qui nous font état du fait que pour l'instant, en effet, c'est l'extrême droite chilienne qui a repris la main politiquement. D'abord parce qu'il y a une base sociale, voilà, et que la fin de la dictature de Pinochet s'est fait dans un processus dit de transition démocratique, comme à chaque fois, c'est-à-dire sans réelle rupture, dans le cadre d'une concertation, d'une conciliation qui fait que cette base sociale, elle perdure aussi, mais aussi parce qu'il y a une base et des attentes sociales qui correspondent à ça en termes d'ordre autoritaire, qui n'ont pas disparu de la société chilienne, mais avec un processus qui naît avant l'élection de Boric, je crois, de la révolte de 2019. Et s'il y a bien un moment, on a essayé de le faire sous forme d'entretien à la fin, là un peu imaginé avec une actrice de cette révolte, de cette rébellion d'octobre 2019, qui a commencé par une manifestation, une mobilisation des étudiants pour la gratuité des transports et qui s'est transformée en grève générale avec... et bien là, à ce moment-là, la mémoire des vaincus s'est réinvitée. C'est-à-dire on a vu de nouveau ressurgir des portraits d'Allende, des portraits de Miguel Enriquez, ce qu'on appelle l'esprit du MIR, c'est-à-dire les couleurs rouge et noir qui étaient celles du drapeau de cette organisation qui depuis a été dissoute. Et puis cette chanson qu'on connaît tous, c'est le Pueblo Unido, sans savoir exactement où on l'a apprise, et qui a été chantée à l'unisson sur la plus grande place de Santiago à ce moment-là. Donc à ce moment-là, la rue a repris la main.
a obtenu la peau de la constitution héritée de la dictature militaire. Et depuis, là aussi, pour reciter Daniel Ben Saïd, c'est un vieux dilemme de la discordance des temps. C'est-à-dire que les temps sociaux de la lutte de classe et les temps politiques sont rarement raccords. Toute la politique tient à la nécessité d'essayer de les raccorder. Et là, dans le projet de constituante qui avait été établi dans cette constituante progressiste, en tous les cas où la majorité pouvait être considérée progressiste ou de gauche, elle était probablement pas raccord avec ce qu'avait été le temps social. Et ceux et celles qui s'étaient mobilisés ne s'étaient pas retrouvés non plus dans ce projet de constituante-là. Donc ça, je ne pense pas que ça soit parti dans le sable, mais c'est une course de vitesse au Chili, en Amérique latine, mais c'est une course de vitesse à travers le monde entier. Et en France, on n'est pas épargné par ça non plus d'ailleurs. Merci beaucoup, Olivier Merci à Besancenot. toi. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous le savez, le média arrive sur vos télévisions d'ici le 20 octobre. Ne manquez aucune étape de cette première historique et de la grande campagne qui va suivre en vous inscrivant sur le lien KissKissBankBank qui se trouve dans la description ou juste ici, à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Ce n'est que grâce à votre soutien qu'un média indépendant des puissances financière et politique pourra vous proposer ce type d'interview, non plus seulement sur Internet, mais directement sur votre télé. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très vite.